Salut les gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 3 des Goncast. Ce soir, on est très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Ce soir, c'est une émission très spéciale, hein. Ceux qui n'ont pas vu le preview un petit peu sur Twitter, vous allez être très surpris puisqu'on a un invité de marque que je vais vous présenter dans un instant. Juste avant, je vais vous demander une chose, c'est de vous abonner sur Twitter et sur Twitch, @InsideGone, pour ne rien rater sur l'actualité de notre club, l'Olympique Lyonnais. Aussi, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Gonecast, ainsi que sur le chat. On va essayer de vous faire participer au débat le plus possible et prendre vos questions pour notre invité du soir, qui encore une fois est emblématique. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? Vous présenter le programme de cette émission qui est assez simple. On va revenir sur cette dernière confrontation de l'Olympique Lyonnais qui gagne 3-1 contre Metz. Match très agréable cette fois-ci à regarder. On va en discuter avec tous nos consultants de ce soir. On est un peu plus que prévu et j'ai envie de dire, plus on est fou, plus on rit, hein. Il y Exactement. a, y a, y a, y a aucun souci là-dessus. En deuxième partie de l'émission, on va interviewer notre invité pendant au moins 40 minutes. On va essayer de pas trop déborder, même si on fait ça à chaque émission. Et pour finir, on fera 5 minutes sur le prochain match de l'OL qui sera contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Euh, Mes chroniqueurs de ce soir, ils sont pas deux, ils sont pas trois, ils sont quatre cette fois-ci. D'habitude, on est que quatre dans l'émission. Cette fois-ci, en tout, on est six. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, on est six. On est six. Mon premier chroniqueur. D'ailleurs, cette fois-ci, j'ai pas de vanne. J'ai pas de vanne. Je me suis dit que c'est une émission spéciale. Je vais pas piquer un peu mes collègues. Je vais juste leur donner un peu d'amour parce que ce soir, j'ai envie qu'on se donne de l'amour. J'ai envie qu'on soit dans une bonne ambiance, qu'on soit vraiment tous ensemble, main dans la main. Parce que là, ce soir, c'est une émission spéciale. Mon premier chroniqueur, un homme qui connaît son club, selon moi, mieux que personne. C'est Olimas. Comment ça va, Olimas? C'est un, c'est un grand plaisir d'être là et ça va très bien. Tu t'y Émission attendais pas, spéciale toi, et comme vous voyez, j'ai plus ma barbe là? Ouais. et Euh, c'est tout. je dois dire que je suis assez déçu. Je t'aimais bien avec Oui, ta mais barbe. bon, il faut, ça va. Au bout d'un moment, Non, mais après, voilà. c'est clair que quand tu prends des douches, c'est bien de temps en temps aussi de raser, quoi. Ouais, sachant que je prends pas beaucoup de douches, bon voilà quoi, il faut pas non plus. C'est ça, voilà, c'est ta douche mensuelle. Exactement. Mon deuxième invité, lui, il en prend un peu plus des douches et je pense même que ce gars-là, il aurait sa place dans toutes ces émissions qu'on voit, que ce soit, je sais pas moi, l'After ou Champions Arena ou toutes ces émissions sur toutes les chaînes de sport qui nous sont proposées. C'est Max. Salut Max. Salut Marlon. C'est super gentil ce que tu viens de dire déjà, Ouais, premièrement. Et puis je le pense. c'est super gentil, merci. Très heureux d'être là encore une fois pour cette soirée qui va être incroyable à vivre. Donc j'espère que vous avez tous cet rendez-vous parce qu'on vous a réservé du très très lourd. Eh ben, je suis très content que tu participes à cette soirée et très franchement, étonnamment, c'est plus facile pour moi de vous décrire, de vous trouver des qualités que de vous écrire des vannes. Donc, semaine après semaine, je me creuse un peu la tête. Ce soir, on peut dire que je suis un peu feignant, mais j'ai envie de vous donner un peu d'amour. Vous méritez, les gars, vous méritez. Mon troisième chroniqueur, en plus d'être un fin connaisseur, eh ben, il est vachement sympa. Et c'est le seul chroniqueur de cette émission que j'ai rencontré en vrai. C'est Yaman. Salut Yaman. Salut Marlon, un grand plaisir d'être là. Comment Euh, ça va, toi? ça va, ça va. Ouais, la pêche. Ça va, t'as passé un bon week-end? Ouais, c'était plutôt sympa, ça va. Un Ça petit peu. s'est fini avec une belle victoire. Exactement. Un week-end qui s'est très très bien terminé. Voilà, une belle victoire avec la. Bon, on va en débriefer tout à l'heure, mais de toute façon, ça fait plaisir, hein. La victoire sur le fond et sur la forme, c'était pas mal. Effectivement, on va en discuter dans quelques minutes. Et pour finir, la crème de la crème, le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs. Je pense que si demain je prends ma retraite du Goncast, bah ce sera lui, hein, ce sera lui qui me remplacera. De toute façon, je pense que c'est sûrement le mieux qualifié pour le job. C'est Loïs. Comment ça va, Loïs? Eh ben, ça te réussit de plus avoir ton frigo en arrière-plan. Ah, c'est les joies du déménagement. Nouveau décor, pas de nouveau micro, hélas, mais nouveau décor Ah, pas et trop de nouveau. changements d'un coup, pas trop de changements d'un coup, attends, Non, attends, doucement, hein. doucement. Faut pas que les spectateurs soient paumés.
Voilà, tranquille. On va essayer de les garder avec nous. Et alors là, le moment est venu de présenter notre invité du soir. C'est la première fois qu'on reçoit un ancien joueur de l'OL, et quel joueur! Aujourd'hui, il est consultant chez Beansport. Alors, il est un peu partout. On le retrouve tous les week-ends en compagnie de Darren Tulette dans le Champions Arena. Et également tous les dimanches soirs à 19h dans le Club du Dimanche avec Alexandre Ruiz, donc consultant Beansport, ancienne, enfin, légende de l'OL, joueur emblématique, capitaine emblématique, numéro 9 emblématique, j'ai nommé Sonny Anderson. Comment ça va, Sonny? Salut les gars, ça va, tout va bien. Ça fait Sonny, plaisir. vraiment déjà, Sonny, on est entre nous, on va se le dire franc, déjà, te tutoyer, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru faire un jour dans ma vie. Déjà, te parler, je pensais pas, mais vraiment te tutoyer, c'est quelque chose, vraiment. Et deuxièmement, une émission comme la nôtre qui, des fois, stagne vraiment, pour rien te cacher, des fois à 50 viewers en live, le fait d'avoir Sonny Anderson avec nous, mais c'est exceptionnel. Et surtout, Sonny, c'est la première fois qu'on reçoit un ancien joueur de l'OL et on commence par toi. Ben, J'ai- je- j'espère que vous allez avoir d'autres. Ah mais J'espère, ouais, ouais, oui. vraiment, c'est tout ce que je souhaite. Rien que de te dire ça, je suis un peu ému, pour rien te cacher, je suis un peu tremblant, j'avoue. Je sais pas si ça se voit chez vous, mais en tout cas, ouais, je suis très très heureux pour moi, pour mes collègues, de donner ces moments-là aux spectateurs. Ben, c'est un plaisir pour moi de participer. Ben, déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est Ouais. sympa. On va pouvoir discuter, on va parler. C'est vrai que ça fait plaisir. Et surtout, bon, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour qu'on puisse parler un peu de l'OL et ça. Je pense que voilà, on va parler de classement et tout ça, mais c'est le bon moment. Et moi, de parler de l'OL, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, c'est avec grand plaisir qu'on va t'inclure dans notre débat. On va plonger directement dans le vif du sujet, comme je dis chaque semaine. On va débriefer ce FC Metz Olympique Lyonnais. 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. Le match avait commencé, bon, je vais vous résumer le match très rapidement. Le match avait mal commencé, hein, penalty pour Metz à la 7e minute. Penalty qui sera arrêté par notre gardien Anthony Lopez. 10 minutes plus tard, Memphis Depay ouvrira le score sur une somptueuse passe décisive de Karl Toko Ekambi. 47e minute, on aura le droit au premier but du match de Karl Toko Ekambi, justement, sur une magnifique passe d'Oussem Aouar. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui n'ont pas vu le match, mais vraiment, allez voir ce but, cette action est magnifique entre la talonnade de Memphis, Paqueta, hein, enfin bref, ça va beaucoup trop vite. Et à la 60e, Karl Toko Ekambi qui va inscrire un second but, le troisième pour l'Olympique Lyonnais qui fera 3-0 pour l'OL. En fin de match, ça finit plutôt mal puisque Boulaya réduit l'écart à la 75e. Et il y aura aussi 2 cartons rouges, un pour John Boy du côté de Metz et un pour Ryan Cherki du côté de l'OL. Première question très rapidement pour Loïs, tiens. Le carton rouge sur Cherki, pour toi c'est justifié? Non. Non? Mais après, bon, je veux pas rentrer dans des débats de comptoir, mais malheureusement, Karim Abed, on est habitué de ces décisions qui sont un peu, invraisemblables. C'était l'arbitre qui avait exclu, si je dis pas de bêtises, Morel, peut-être que c'est pas le bon joueur, mais je crois que c'était ce joueur en amical Match contre amical, ouais. Montpellier, alors que les deux équipes étaient d'accord pour sortir le joueur juste et faire un remplacement parce que c'était un amical et que bon, c'est pas la peine de se prendre le chou, mais il avait insisté et cetera. Donc on sait qu'il peut avoir des décisions bizarres. C'est comme le rouge de Metz. S'il met jaune et qu'il sermonne le joueur de faire attention, ça me choque pas. Je veux dire, le geste est pas beau, mais il y a pas non plus, voilà, et le fait qu'il aille pas vérifier, qu'il se fie juste au fait que le gardien crie, moi je trouve ça un peu bête, surtout qu'il y a de quoi vérifier les actions. Donc ouais, non, pour moi, j'espère que le rouge sera annulé parce que pour moi, ça ne mérite absolument pas carton rouge. Ah, encore une fois, Oukidja, le gardien de Metz, se fait certainement très mal. Non, Euh, mais Tant bien mieux, sûr. non mais tant mieux, d'après Bilal Ghazi, qui était notre invité il y a quelques temps. euh, Apparemment, c'est juste un hématome et peut-être comment on dit, en tout cas, c'est rien de grave apparemment pour Okidja. Et Ryan Cherky, lui, s'est excusé sur Twitter, a dit que c'était pas du tout intentionnel et que apparemment, toujours selon Bilal Ghazi, même Okidja ne savait même pas pour le carton rouge au moment où Ryan Cherky se l'est pris. De toute façon, voilà, c'est une petite polémique. On espère sincèrement que
Ryan Cherki verra son carton rouge effacé par la LFP. Je ne sais pas si c'est toujours possible à ce stade-là. J'imagine que si. Euh, on a quand même eu un droit à un super match de l'OL quand même. Enfin, pas forcément super match de l'OL, mais dans l'ensemble, des deux côtés, c'était quand même un bon match. On a eu un FCMS qui ne se laissait pas faire, qui était même un peu plus avenant que l'OL en première partie de match, en première partie de mi-temps plutôt. Et un Lyon qui a bien su réagir face à ça et qui a su bien jouer collectivement et être sans pitié face au but, pas sans pitié parce qu'il y a eu beaucoup de frappes, mais enfin, il y a eu du but quand même. On a eu le droit à une performance de l'OL assez complète. Max, toi, comment t'as vécu ce match est-ce que t'as senti toi aussi que dans ce match il y a eu plus d'aboutissements au niveau de tout ce qui est collectif? Bah, pour moi, la réponse, elle tient juste en quelques mots, c'est le milieu de terrain de l'OL. C'était ce qu'on avait visé depuis quelques semaines. Et puis là, bah, enfin, tu te retrouves avec un milieu de terrain avec des joueurs comme Guimarães, Paqueta et Aouar. Et la différence, tu la vois de suite dans les touchés de balle, dans les relances, dans la création. Derrière, les attaquants ont pu se régaler. Toko Ekambi, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Ces joueurs-là peuvent te le créer en une passe, en un dribble, en un décalage. Et voilà, pour une fois, on a eu de la maîtrise et ça correspond pour moi à ce milieu de terrain qu'on a su maîtriser. On n'est pas passé loin d'un match totalement différent, comme tu l'as répété avec en début de match ce penalty pour Metz. Ça aurait pu se passer totalement différemment, mais bon, c'est un fait de jeu. Lopez fait un bon arrêt sur le penalty et derrière, bah, ça nous permet avec le but de Memphis de rentrer dedans et ce match qu'on a maîtrisé, on s'est procuré pas mal d'occasions. On aurait peut-être pu marquer un petit peu plus, mais au moins ça fait du bien, ça fait plaisir et ça permet d'entamer un choc contre le PSG avec confiance. Et ça surtout, ça confirme bah, du coup cette série de matchs où on attendait l'Olympique Lyonnais avec que des victoires. Et ça fait énormément de bien d'avoir fait le plein. Les amis, autre chose à dire sur ce match plus qu'abouti? Oli, Yaman, comme vous voulez. Euh, oui, oui. Ouais, c'était un bon match. De toute façon, depuis le début de saison, on a vu quand même une amélioration notable des matchs de l'OL. Après, je pense que hier, clairement, Metz n'a pas fermé le jeu, ce qui est plutôt quand même un bon truc pour l'OL. Quand une équipe ferme pas le jeu, le milieu a dominé complètement. Paqueta a été incroyable et bon, il a rajouté quelques gestes techniques qui sont magnifiques. Mais ouais, tout le monde a été fort. Peut-être qu'Adewere a un petit peu plus de mal en ce moment, mais autrement, le match a été agréable. Juste pour une petite stat, Twitter, c'est Difflay qui disait ça. Sur les On 6 salue, premiers hein. matchs de la saison, voilà, les 6 premiers matchs de la saison, c'était 26 centres en moyenne, avec notamment une pointe à 33 contre, une pointe à 40 contre Marseille. Enfin, bon, c'était ridicule. On avait notamment 33 contre Dijon avec peut-être 23 centres de cornet ratés. Et puis là, on est sur les 6 derniers matchs. Sur les 7 derniers matchs, on est à 8,4. C'est-à-dire je pense qu'on a plus de combinaisons dans l'axe et que peut-être que nos centres sont peut-être plus intelligemment faits, comme hier d'ailleurs, celui de Toko Ekambi, qui est une passe en retrait, et la frappe de Memphis est magnifique. Donc voilà, je pense qu'on joue un peu mieux de ce côté-là. Et après, peut-être que on peut enlever les 20 dernières minutes qui sont bon, un relâchement un peu, on peut le comprendre. Mais voilà, globalement, c'est peut-être le meilleur match de la saison de l'OL, il faut le dire. Yaman, Ouais. je te lance tout de suite. Il y a une performance il y a une performance personnelle qui sort un peu du lot, et ce depuis plusieurs matchs. C'est celle de Kartoko Ekambi. Kartoko Ekambi, il est sur 3 doublés pour l'instant en Ligue 1 et il est à 7 buts en Ligue 1. Il est troisième meilleur buteur de ce championnat. Qu'est-ce que tu penses, toi, de sa pointe de forme en ce moment? Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même vachement important dans le, dans le jeu offensif. Et en même temps, j'ai l'impression que on le voit pas vraiment comme un joueur intelligent. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous a montré sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'il se montre comme un joueur mature et c'est comme s'il jouait à l'OL depuis longtemps. Alors, concernant Karl Toko Ekambi, bah, on a vu déjà à son arrivée, enfin, dès son arrivée la saison dernière, qu'il avait certaines capacités, par exemple à sortir enfin, à dribbler un petit peu dans les petits espaces, même si on peut penser le contraire. Il peut le faire, il sait le faire.
Il a une bonne qualité de finition de manière générale. Ça aussi, on sait qu'il peut le faire. Mais il était rentré dans une spirale négative, dans une période où il avait complètement manqué de confiance. Voilà, les ratés s'enchaînaient, les poteaux s'enchaînaient. Donc ça devient de plus en plus dur pour un attaquant. Tiens, d'ailleurs, on est en présence d'un très grand attaquant qui pourra nous en parler. Mais je pense que c'était un problème de confiance surtout qu'il avait ces dernières semaines. Et il me semble que c'est à partir d'un retour de sélection qu'il a commencé à vraiment mettre ses occasions au fond. Il a commencé à enchaîner. On se rappelle un petit peu les déclarations de son sélectionneur qui disait, voilà, qui lui faisait beaucoup d'éloges et tout. Et alors que nous, on trouvait ça bizarre par rapport à ce qu'on voyait de lui, toutes ces occasions manquées, tous ces ballons perdus un peu bêtement. Mais là, j'ai l'impression qu'il a retrouvé la confiance et que du coup, il arrive à enchaîner, il arrive à montrer ses qualités. En plus de cela, on a également le style de jeu de l'OL qui a radicalement changé il y a quelques mois, entre avant octobre et depuis le début du mois d'octobre. Ce que disait Olivier, justement, je voulais rebondir sur ça. Donc, le style qu'on avait avant, on envoie le ballon sur l'aile et on centre. Bon, ça, c'est pas vraiment le point fort de Karl Toko Ekambi. Si on lui demande de faire ça, il va pas forcément réussir. Euh, donc là, c'est vraiment le style de jeu de l'OL qui a changé. On la possession, on la joue bien. Les milieux, ils se déplacent très bien. Ils sont toujours disponibles les uns pour les autres. On se crée beaucoup d'occasions à partir de l'axe et non pas à partir des ailes. Et ça a un petit peu desservi Tino Kadewere, comme le disait Onimas, que son niveau, il est peut-être un peu moins brillant que ces derniers temps. Donc oui, forcément, si on passe beaucoup plus par l'axe, on va moins voir Tino Kadewere qui s'illustrait par ses belles conservations de balles et par ses belles frappes ou ses beaux buts individuellement créés. Donc voilà, le système en place, il permet à Karl Toko Ekambi d'être lancé directement dans la surface, d'être en position de tir. On l'a vu hier avec les très nombreux ballons en profondeur qui ont été envoyés par Paqueta et par les autres. Et voilà, il est vraiment dans sa position préférentielle et dans sa zone préférentielle et en plus avec la confiance. Et donc voilà, il ne peut pas rêver de mieux, on ne peut pas rêver de mieux. Bah, surtout qu'hier, en plus, il a eu de la chance, c'est qu'il est tombé sur un côté avec Mattia De Ciglio qui a fait un excellent match. Et ça aide d'avoir un latéral qui comprend aussi bien le jeu, parce que Léo Dubois a eu pas mal de difficultés sur ses prestations. Là, Di Giglio, ça a été, il a bien combiné avec Karl Toko Ekambi et c'était facile pour les deux de se trouver. Et forcément, quand les deux se comprennent, ça crée des espaces et derrière, tu es en confiance et tu peux enchaîner. Et ça s'est vu et c'était plaisant de voir un vrai match avec bah voilà, un côté qui fonctionne complètement. Et j'espère que ça va permettre à ce qu'on crée une lancée et qu'on garde ce côté très longtemps, parce que ça a bien fonctionné hier contre Metz, savoir contre d'autres dispositifs, mais hier, c'était plutôt plaisant. C'est vrai, je confirme. Euh, je voulais poser la question à Sonny Anderson. Juste avant, on vous pose la question sur Twitter. N'hésitez pas à aller répondre au sondage qu'on vous a lancé. La question est la suivante. Êtes-vous surpris par la forme actuelle de Karl Toko Ekambi? Les deux choix de réponse sont simples, c'est oui ou c'est non. Allez voter le plus possible, ça anime un peu le débat. Sony, toi, en tant que numéro 9, c'est ancien numéro 9, c'est toujours spécial d'avoir l'avis d'un ancien numéro 9 sur un attaquant actuel. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Karl Toko Ekambi? Bah, je pense qu'il est rentré, il est en train de rentrer dans un système de jeu de l'OL qui le convient. Il est arrivé, l'OL, maintenant, ça joue en équipe. Moi, j'ai toujours dit que les joueurs qu'il y avait avant à l'OL, c'était des bons joueurs, la plupart, mais pas pour jouer pour l'OL, pas dans la même équipe. C'est des bons joueurs, mais pas pour jouer ensemble. Et là, aujourd'hui, il y a un système, il Tu y a penses des à qui? joueurs, ben, notamment Traoré, c'était un joueur qui pensait beaucoup à lui. Je suis d'accord. Même Memphis, au début, il pensait beaucoup à lui. Il était beaucoup pour jouer, pour marquer son but, pour faire son beau match. Là, non. Là, il y a un collectif, notamment le but de terrain qui est hier. Le premier but de Karl, c'était il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, et ils n'auraient pas marqué. Parce qu'ils ont joué tous à une touche de balle. Et ça, C'est c'était. rare. Et là, c'est rare. Notamment sur son centre pour le but de Memphis. Il y a 1 an, 1 an et demi, il allait contrôler pour essayer de rentrer lui-même dans la surface des réparations. Là, il a centré. La différence, c'est qu'il rentre aujourd'hui dans un système, une équipe qui joue collectivement parfaitement bien. Ça part de derrière, les latéraux, ils apportent énormément. Je pense que la bonne chose, c'est la place de Cornet, c'est arrière gauche. On ne demande pas d'aller marquer de but. Il apporte un peu plus sur le côté gauche. Avec sa vitesse, il compense
pour défendre. Voilà, il y a un équilibre, notamment avec ces 3 milieux de terrain qui jouent ballon et qui va vers l'avant. Et ça fait que les attaquants, ils n'ont pas le temps de penser à eux, ils sont là pour jouer. Et lui, je ne suis pas surpris parce qu'il rentre dans un système qui lui convient parfaitement. Il a des ballons en profondeur, ça joue vite vers l'avant, il a besoin de ça. Et là, ça fait que comme le joueur joue vite vers l'avant, ça fait qu'il est devant la scène et c'est tant mieux pour l'OL. Pour ajouter quelque chose, juste pour finir sur le débat. Vas-y. Là, la position de Depay permet aussi à Karl et Tino de prendre la profondeur. Hier, ils l'ont fait plusieurs fois. Et même Mattia Descheglio, quand Kadewere appelait le ballon dans les pieds, Mattia Descheglio partait en profondeur, on l'avait plusieurs fois. Donc Depay, il est bien dans ce système-là aussi. Et donc, ça permet à Karl Toko Ekambi de partir, ou de prendre la profondeur, ou de partir balle au pied. Et il arrive à faire la différence avec la vitesse. Et puis bon, maintenant, il est en forme. En plus, il marque les buts. Donc c'est parfait. Son deuxième but est magnifique. L'action, déjà, est magnifique. C'est une belle contre-attaque. Et sa frappe du pied gauche est spontanée et pleine de quart. Donc, bon, faut pas oublier la passe aussi de Oussem, qui est magnifique aussi. Oh, elle est somptueuse, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le but, n'hésitez pas à le chercher sur YouTube, hein, il y est, hein, dans les résumés de match. Le sondage, il reste encore 3 minutes, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà donner la réponse. À 76%, vous êtes à 76% à dire oui. Vous êtes surpris par la forme actuelle de Karl Toko Ekambi. En tout cas, on lui souhaite de rester sur cette forme actuelle parce qu'elle rend énormément service à l'OL. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de le voir sur le banc pour le moment, tant il est important et tant il marque de buts. 3 doublés quand même depuis le début du championnat, c'est quand même assez énorme. Sonny, je voulais avoir ton avis sur un autre joueur avant qu'on passe à ce questionnaire qu'on va te faire. J'espère que tu es prêt, hein, parce que vraiment Sonny, on va t'inonder de questions. On a envie de savoir tellement de choses sur toi, tu t'imagines même pas. Juste avant, oui, ton avis sur le match de Lucas Paqueta. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un super match, que collectivement, c'était magnifique. Il trouvait toujours la bonne passe au bon moment, au bon joueur. J'ai l'impression que dans les choix, il était vraiment intéressant. Et d'autant plus que c'est pas forcément le rôle dans lequel lui, il excelle d'habitude. Toi, tu penses quoi de Lucas Paqueta sur ce match? Ouais, ben, je suis content que Johnny est allé le chercher et qu'il a donné aussi le numéro 12. À l'époque, quand il est arrivé à Lyon, il avait le 12, Johnny. Et là, il a donné à Paqueta. Et c'est un symbole parce que c'est vraiment un joueur qui est techniquement, il est très, très doué. Par moments, un peu lent. Effectivement, on peut le voir un peu lent, mais pas du tout parce qu'il voit tout avant tout le monde. Et ça, on avait besoin, au départ de Fekir, à l'OL, avait besoin d'un joueur comme lui, c'est un joueur qui est capable de voir vite vers l'avant, qui est capable de donner la passe juste, très peu de ballons perdus, et qui récupère aussi, qui dépense énormément d'énergie. Et je pense qu'il équilibre énormément le jeu d'Awar, parce qu'il a besoin d'un joueur comme ça à côté de lui, qui n'a pas cette pression de dire c'est moi qui dois être décisif, c'est moi qui dois marquer des buts ou faire des passes. Il y a Paqueta. Et c'est vrai que les 3 milieux de terrain, c'est 3 footballeurs, 3 joueurs de ballon. Et lui, ça fait énormément de bien. Moi, je suis content parce qu'il y avait besoin d'un joueur de cette qualité-là technique au milieu de terrain, même s'il n'est pas, on pouvait dire qu'il pouvait jouer comme numéro 10 derrière un attaquant, mais il peut aussi jouer sur le côté. Et en milieu à 3, ça le va parfaitement bien. Écoute, merci beaucoup Sonny. On va rentrer directement Si je peux me dans... permettre juste une petite avant que Vas-y, tu vas-y. enchaînes, très léger. On est tous contents que l'OL ait fait un bon match contre Metz. Par contre, il faut pas qu'on tombe dans une espèce d'euphorie. Normalement, ça doit être la norme, en fait. Parce que on s'est trop tapé des purges pour qu'on se satisfasse juste d'un 3-1, alors que ça doit être le résultat normal de Lyon contre des équipes «faibles» entre guillemets, sans Et vouloir déçu de manquer de pas respect. mettre plus de buts aussi. Hein. Aussi, Parce et que déçu de ça, prendre ce but à la fin parce qu'on se relâche. Tu vois? voilà, dans l'absolu, le relâchement, tu peux un peu le comprendre, Ah, même si ça fait chier, mais ne pas mettre 2 buts de plus alors que Lille était au même niveau de points que nous et que tu pouvais repasser devant avec un but de plus, bon, voilà. Après, voilà. Il faut aussi c'est qu'on sûr. garde un niveau d'exigence envers cette équipe, et ce genre de prestations contre les équipes qui sont censées être plus faibles que l'OL, on doit les voir tout le temps. Et certes, c'est plaisant de voir l'OL jouer avec des dédoublements et faire des trucs qu'on n'avait pas vus depuis un moment, mais il faut
il faut pas s'enflammer et il faut se dire que ça doit être quelque chose qu'on doit voir normalement toutes les semaines contre les équipes qui sont plus faibles. Et malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc c'est une bonne base, mais il faut que ça redevienne la norme comme il y a quelques années à l'OL. Voilà. On est passé par 3 phases à l'OL, hein, depuis le début de saison. Donc, oui, pardon Marlon, je vais te donner la Vas-y. parole, t'inquiète pas. Donc, en début de saison, on avait remarqué, on se créait pas mal d'occasions. Bon, après, c'était pas forcément de très très belles occasions, il y avait beaucoup de centres, mais on se trouvait souvent en situation de marquer, mais on marquait pas du tout. Ensuite, on est passé par une période où on avait quasiment aucune situation, mais on marquait quand même des buts. Donc les derniers, enfin à partir du début octobre, on gagnait des matchs comme ça sur un petit but sorti de nulle part, tout ça. Et là, depuis 2-3 matchs, on commence à bien jouer et gagner avec voilà confortablement plutôt avec pas mal de buts. Donc en espérant qu'on tombe pas dans la 4e phase où on n'a aucune occasion, on marque pas. Bon, on espère en rester là et que ce soit vraiment une progression, et non pas seulement un état de forme ou qui va retomber, qui va changer avec le temps. Les amis, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur l'interview de notre invité Sonia Anderson. Évidemment, on aurait aimé parler un peu plus du match contre Metz, surtout que euh, euh, De Sciglio a joué son premier match en tant que titulaire. On n'en parle pas malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais évidemment c'était quand même assez encourageant. Sonia, on va tous te poser pas mal de questions. Euh, je sais que tu es prêt, hein, de toute façon. J'ai pas arrêté de te dire, tiens-toi prêt. Moi, je pense que tu l'es. Et puis, bon, bah, un numéro 9 de ton calibre, je pense qu'il est toujours prêt. Euh, Sony, comme je l'ai dit, hein, tu es une légende de l'Olympique Lyonnais. Hein, tu es numéro 9 emblématique, capitaine emblématique. La première question, elle est simple. Elle n'est pas de moi. Hein, je suis désolé, les gars. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir au sein de l'Olympique Lyonnais? Mon meilleur souvenir, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Parce qu'il fallait, je suis arrivé à l'OL pour qu'on dise il faut aller chercher des titres. Il n'avait pas gagné de titres depuis, je crois, plus de 30 ans, un truc comme ça. Et il fallait amener des titres. Et je savais qu'à ce moment-là, ça allait être une série de titres qui allait suivre. On dirait que c'était le plus important, cette finale au Stade de France, 40 000 supporters lyonnais. Quand on arrive à Lyon, voilà, tous ces gens qui étaient heureux parce qu'on a gagné une finale. Voilà, ça c'est pour le moment, c'était pour moi le moment le plus important. Et le moment qui m'a marqué le plus, c'était cette finale de Coupe de la Ligue, parce qu'après ça enchaînait, c'est de là que ça enchaînait tous les titres derrière. Ouais, c'est ça, c'était en 2001. 2001, ouais. Et ça célèbre son accélération sur le but de Müller. Incroyable. En prolongation, absolument incroyable. 118e minute. Ouais. C'était n'importe quoi. Seconde question, et après je laisse mes collègues t'en poser. Tu es numéro 9, donc forcément tu as mis énormément de buts au sein de ta carrière, aussi bien dans les autres clubs, hein, comme Marseille et Monaco notamment, mais aussi à Lyon. Quel est selon toi, hein, ton plus beau but à l'OL? Pour moi, le plus beau but, c'était contre Monaco. On gagne 0. C'est Stéphane Porato qui est dans le but. Pourquoi il est le plus beau? Tout le monde peut se rappeler ce qu'il appelle de lob. C'est que sous la passe d'Éric Carrière, le ballon il va sur le côté gauche. Et là, je suis vraiment sur le côté. Et quand je vois Stéphane Porato avancer, dans ma tête, j'ai imaginé exactement ce geste-là. C'est-à-dire que j'ai imaginé le lober de pied gauche côté opposé. Et j'ai réalisé ce qu'on pouvait réaliser à l'entraînement. C'est-à-dire à l'entraînement, on dit on va essayer ça va marcher. On ne réfléchit pas beaucoup. Là, je me suis dit, il faut que je tente et avancer. Parce que c'est pour moi le plus beau, parce que j'ai imaginé exactement ce que j'allais faire et j'ai réussi à réaliser le geste parfait. Évidemment, personne ici est surpris, hein, quand on regarde tes best-of, parce que c'est un peu tout ce qui nous reste, on voit clairement que tu es un magicien, hein, qu'avec le ballon, tu es capable de faire beaucoup de choses. Olimas, est-ce que tu as une première question à poser à notre invité, Sonia Anderson? Ouais, déjà, je suis très content qu'il soit ici. Et puis, moi, c'est des souvenirs incroyables. J'en ai un particulièrement, parce qu'il faut quand même rappeler des souvenirs. C'est le match contre Bruges. Oui. Où, si je dis pas de bêtises, on perd là-bas 4-1.
C'est pas Exactement. pas un très bon match. Et puis retour à Gerland, ambiance incroyable et victoire 3-0, triplé de Anderson, dont le dernier but à la 90e minute. Tu y étais? Bon, non, j'y étais pas. Ah, Et j'habitais pas loin et j'ai entendu le stade exploser sur le but. Et c'était oh, absolument incroyable. C'est un de exceptionnel. mes premiers vrais souvenirs pour le coup. Et bon, c'était absolument incroyable. Après, sur les questions, j'ai envie de dire, je sais qu'à l'époque, l'OL, enfin, c'est toujours le cas, mais c'était une grande famille, on l'avait dit, avec des partenaires comme Philippe Violo ou Eric Carrière, Juninho, voilà. Qu'est-ce que c'est avec qui tu as pris le plus de plaisir de jouer dans ces équipes-là, et comment et dans quelle tactique, on va dire, ou avec qui tu as pris le plus de plaisir, on va dire. Est-ce que c'est Ben, avec les Brésiliens ou c'est avec d'autres joueurs éventuellement? non, mais en fait, c'est compliqué. On va dire, ouais, il va donner une réponse banale et tout, mais c'est vrai que c'est vrai que on avait un groupe tellement bien, on était tellement des potes, on était vraiment tous bien, on s'entendait tous bien. Et c'est ça qui était important parce qu'on était des potes. Aujourd'hui, je peux dire, c'est qu'après les entraînements, on allait boire des bières ensemble, avec modération, bien sûr. On allait boire des Toujours. bières et voilà. On se voyait en dehors du terrain, on était vraiment des amis, des potes qui avaient le plaisir. Justement, la finale contre Lens, on a fait venir un coiffeur à l'hôtel. On avait des choses entre nous. À l'hôtel, la veille de match, on prenait notre petite bouteille de rouge, 3-4 joueurs. On allait boire notre petit rouge avec un petit foie gras, un petit fromage. Voilà, on vivait bien. C'est vrai que c'est pas vraiment, on se connaissait tous par cœur. Par exemple, Pierre Lègle, je me suis régalé avec Pierre Lègle parce que j'ai eu des joueurs comme Ali Benabia, comme Enzo Schifo, des joueurs qui me connaissaient parfaitement sur mes appels de balle. Et Pierre Lègle, je savais qu'avec son pied gauche, il connaissait mes appels. Alors, il donnait le ballon où je voulais. Ça veut dire que, voilà, et avec Vikash aussi, j'ai eu Juninho après. En fait, d'un des niveaux passeurs, j'étais bien servi. Mais surtout, c'est que quand on parle aujourd'hui des joueurs comme Philippe Violo, Linares, ça ne parle pas aux gens. Mais C'était des super joueurs. Hein. Voilà, c'était Puis super c'était des joueurs joueurs. de devoir aussi qui faisaient le boulot, quoi. Mais qui Parce ne que cherchaient pas fait voilà. plus. Ils cherchaient en fait de défendre pour que nous devons, on marque des buts et on gagne les matchs. En fait, c'était tout un groupe qui était exceptionnel parce qu'on s'entendait tous bien. Et effectivement, je me suis fait plaisir à chaque fois sur le terrain. Loïs, est-ce que tu as une question sur la carrière de Sonny Anderson à l'OL? Tout à fait, mais il y aurait tellement de questions qu'on pourrait faire une Oh, émission de 4 heures avec Sonny, tellement c'est aussi intéressant de l'entendre parler. je suis pas sûr qu'il soit disponible 4 Non, heures, mais non, J'adore. mais moi par contre, j'ai une question sur le départ, sur ton départ de l'OL. Est-ce que tu as un regret quand tu pars de l'OL? Est-ce que tu te dis que tu aurais aimé rester longtemps ou au contraire tu te dis: «Je suis parti finalement au bon moment, je laisse énormément de bons souvenirs à Lyon. Je pars, on va dire, par la grande porte voilà, maintenant, bah, il se passe ce qui se passe». C'est-à-dire que quand on dit Sonny Anderson à Lyon, le mot qui vient, c'est légende. Donc regret ou plutôt c'était le bon moment? très bonne question. Oui, c'est une très bonne question parce que personne ne m'a jamais posé et je n'ai jamais voulu parler. Je force rien, je force rien. Même pas pour le Euh, Goncast. Ah, mais mais après, si. la vérité, c'est non, j'ai pas envie de parler de la vérité de mon départ. Voilà. Quand on m'a fait comprendre qu'on comptait pas sur moi, voilà. Ça s'est pas passé de manière très classe. Voilà. On va pas se mentir, c'est pas le seul joueur non plus. C'est de la manière très classe. On a Oui. eu Chris à l'époque aussi. Moi, c'est juste que Oui. il me restait un an de contrat et j'avais une carte de sortie. Mm. Et je voulais rester un an de plus, faire 2 ans avec le même salaire et de finir ma carrière à l'OL. Pour toi, voilà, On c'est m'a ce que fait, j'allais te demander. on m'a fait comprendre que non, qu'on comptait plus sur moi. Et c'est ce que j'allais te Et on venait demander, d'être champion de France. Hein. c'est que toi, dans ta vision, tu souhaitais terminer ta carrière sous le maillot de l'OL? Oui, il me restait un an de contrat et j'avais effectivement une lettre de sortie et je ne voulais pas la faire, je ne voulais pas Mmh. l'utiliser, je voulais faire un an de plus avec le même salaire et finir ma carrière à Lyon. OK. Et je suis parti à Villarreal pour finir meilleur buteur de l'UEFA. Ah, Villarreal, c'est pas moche en plus. Ça va, c'est pas mal. Ça va.
Tu t'en Ouais. sors bien. Ouais. Pour finir sur la carrière de de Sonny J'avais Anderson une petite à question l'OL. en plus après, si je Alors, peux. je vais lancer Yaman Mais vas-y. et après, je vais peut-être lancer Max. Donc, vas-y, Yaman. Ouais, pas de souci. Oui, donc Sony, à ton avis, qu'est-ce qui a empêché l'OL de remporter la Ligue des Champions à ton époque? Est-ce que par exemple, on avait un manque à un poste particulier où il fallait qu'on se renforce pour qu'on puisse la gagner? Est-ce qu'on manquait de profondeur d'effectif sur le banc? Est-ce qu'il y avait un problème de mentalité? C'était quoi le problème? Pourquoi cette OL-là qui dominait totalement le sujet en France, pourquoi on n'a pas pu gagner la Ligue des Champions pendant ton passage ou juste après ton passage pendant ces grandes années de gloire? Ben, et ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe avec le Paris Saint-Germain. On ne peut pas gagner la Champions League parce qu'on a une belle équipe, une saison, 2, voire 3. Il faut une continuité. Il faut que cette équipe-là domine déjà tous ses matchs en Ligue des Champions, que ce soit 100% sur tous les matchs. Il faut un tirage. En fait, on construit une institution, on construit un club. Et moi, j'ai pensé qu'après les 7 titres, ça allait venir. Ça allait venir. Et après, voilà, ça n'a plus arrivé. Elle n'a plus gagné de titre, à part la Coupe de France après. En fait, c'est une continuité. Faut 10 ans. Pour certains clubs, il faut construire 10, 11. On sait que Chelsea avait gagné, je crois, 10 ans après. Il avait, voilà. En fait, il faut construire quelque chose. C'est pas cette année-là, parce que c'était une année où on a parlé de l'arbitrage contre Eindhoven, on a parlé de but à Milan, voilà, des petits détails. Mais en fait, l'équipe, elle était bien, mais c'est toujours le même problème. Vous dominez tellement le championnat de France, vous n'avez pas des concurrents qui est au niveau de la Champions League. Voilà, et ça, c'est un gros problème pour la préparation des matchs. Vous jouez des matchs à cette époque-là, l'OL savait qu'ils allaient gagner. Ils gagnaient des matchs, ils finissaient le championnat à 4-5 journées de la fin de la saison. Voilà, et c'était compliqué pour gérer les matchs de Champions League. Il n'y avait pas, comme le Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain de ces années-là, il n'y avait pas des équipes qui étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. Et à l'époque, Lyon, voilà, les meilleurs joueurs ils étaient là. Il n'y avait pas d'équipe au niveau de l'OL pour mettre en préparation pour la Champions League. Après, ça semble pas déranger des équipes comme le Bayern Munich aussi, qui a très très peu de concurrence au niveau local, qui peut tout autant faire des performances exceptionnelles en Ligue des Champions et la remporter. Mais après, bon, c'est peut-être la première partie de ta réponse quand tu parles de construire l'institution pendant des années et des années. Ça, eux, ils l'ont au moins, même s'ils n'ont pas beaucoup de concurrence au Ouais, niveau Dortmund quand même les pousse bien. Mais c'est vrai que tu as raison, Dortmund, c'est pas non plus la régularité pour le coup en ce championnat. Merci, Sonny. Max, est-ce que tu as une question à poser? Pas forcément sur la carrière de Sonny Anderson, si tu as envie de passer à la deuxième partie. Non, on va pas passer à la seconde partie. J'ai une question, moi, plutôt sur ton arrivée à Lyon, Sonny. Tu arrives à l'époque, le plus gros transfert, et tu es la recrue qui doit faire passer un cap à Lyon. Comment, dans la tête, mentalement, on se sent face à une pression que l'on met même avant un tout début de saison? Et ça peut faire écho un petit peu aujourd'hui à ce marché des transferts qui devient un peu fou. Et quand on parle de grandes sommes, quand on est un joueur directement qu'on met dans des dispositions de réussite immédiate avec un besoin de résultat instantané, comment on est à ce moment-là dans sa tête? Je rajoute juste, Sony, tu viens aussi, il y a Caveglia, et tu viens le remplacer, enfin pas le remplacer, tu viens prendre la concurrence, il partira juste 6 mois après. Donc c'est aussi pour entrer dans le cœur des Lyonnais, c'est pas simple de prendre la place de Caveglia pour le coup. Mais moi, je pensais jouer avec lui. C'était au départ, je suis venu aussi avec Cavé. Et ça s'est pas fait par la suite. En fait, moi, je ne regardais pas le niveau le prix de mon transfert. C'est vrai que moi, je suis parti déjà à Barcelone, le plus gros transfert. À l'époque, je suis parti pour 180 millions de francs à Barcelone, et à Lyon pour 116 millions de francs. En fait, cet argent, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cet argent, c'est le club qui est touché, c'est le Barça qui est touché sur le transfert. Moi, mon rôle, c'était justement de suivre le côté sportif. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis arrivé blessé. Je n'ai pas joué les premiers matchs et j'étais beaucoup critiqué. Mais en fait, c'était normal la critique parce que les gens ils voyaient le prix de transfert. Un joueur qui vient de Barcelone et qu'on se fait éliminer contre Maribor, ça ne marquait pas au début de saison. Mais moi, dans ma tête, je voulais juste une chose, c'est d'être rétabli de ma cuisse
et continuer à jouer parce que je savais que j'avais le niveau, je pouvais faire les saisons que j'ai fait après. En fait, le niveau de transfert, aujourd'hui, on parle beaucoup plus. À l'époque, on ne parlait pas. On était surpris par les transferts à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus surpris par les transferts. On s'habitue avec les prix. Aujourd'hui, un joueur, moi je suis venu, je crois que c'était 16 millions d'euros. Aujourd'hui, Toi, tu ne joues pas. t'es arrivé pour 17 millions d'euros, ce qui faisait à l'époque Ouais. 120 millions de francs. Voilà. Aujourd'hui, pour C'est rien. 17 millions d'euros, ben, des bons joueurs, vous ne trouvez pas. Bah, à l'époque, il y a 10 ans, on avait Kader Keita. Autant dire que on l'a un peu regretté, mais même plus, Kader Keita était je crois qu'il avait 18. pour 18 ou 19. Ouais. 18. Donc c'est pas le Non, même mais- niveau, mais effectivement, ça a changé, quoi. Ouais, ben, c'est le prix de. Voilà, et à l'époque, on n'avait pas tout le monde était surpris par le prix parce que est-ce que ça va être, c'est la folie, il vient de Barcelone, il vient à Lyon, mais en fait, le projet, il était tellement beau que je me suis concentré que là-dessus, concentré pour avoir échangé la mentalité d'un club, la mentalité des joueurs, voir que ça va être professionnel et vraiment d'un club qui est capable de gagner. Voilà, je me suis concentré là-dessus. Évidemment, hein, on pourrait poursuivre cette discussion sur ta carrière pendant des heures et des heures. On va quand même essayer d'avancer, même si c'est assez compliqué pour nous, parce que je pense qu'on pourrait t'écouter. Vraiment, ce qu'on devrait faire, c'est faire un feu de camp et s'asseoir autour et te laisser parler. Avec Vraiment, plaisir. euh, Max, je vais te relancer. Est-ce que tu as une question à poser à, à Sonny Anderson sur son aventure à l'OL en tant qu'entraîneur des attaquants? Oui, parce que son aventure ne s'arrête pas à celle de joueur, puisque tu as après été dans le staff technique. En tant qu'entraîneur des attaquants, quel joueur avec quel joueur tu as préféré travailler durant toutes ces années, durant ces 5 années? En fait, j'ai eu, j'ai eu 3 joueurs vraiment où j'ai eu le plaisir de travailler parce qu'ils étaient demandeurs et j'y suis été. C'est Karim, Karim Benzema, Lacazette et Gomis. Parce que Gomis, c'était celui qui demandait le plus de travail. C'est lui qu'on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Karim, il avait presque tout déjà. Karim, il avait presque tout. C'était juste des petits détails dans des choses qu'il connaissait déjà, mais il fallait juste le rappeler certaines choses. Lacazette, pour moi, c'était celui qui était le plus doué. On donnait un exercice, n'importe lequel à faire. Lacazette, il pouvait le faire de pied gauche, pied droit. La finition, c'était un régal. Voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec ces 3 joueurs-là parce qu'ils étaient. Et après, niveau de progression, j'ai réussi à faire progresser quelques joueurs, voilà, comme Alassane Plea, et je suis content parce que j'ai le fait avec lui, avec Jimmy Briand pendant un moment. Jérémy Pierre, je pense que le jour où je vais le rencontrer, je vais le demander parce qu'on a travaillé tellement longtemps pour qu'il frappe de pied gauche. J'ai fait des séances et des séances avec lui pour qu'il puisse frapper de pied gauche. Il n'arrivait pas. Voilà, mais je me suis fait plaisir à travailler avec tous ces attaquants-là et que j'avais la liberté de pouvoir. Fred, je me souviens que Fred aussi, qui demandait de travailler devant le but. Voilà, mais je me suis fait vraiment plaisir à travailler avec eux. Et justement, j'ai peut-être une petite question sur ça. Parmi les grands joueurs que tu as pu avoir sous la main, est-ce que tu as un conseil qui te reste en tête, que tu as pu leur donner, que tu as vu plus tard qu'ils ont réussi à appliquer sur le terrain dans leur carrière à Lyon et ensuite au Real, par exemple, pour Karim, ou à Arsenal pour Alexandre? Non, mais c'est vrai que après, j'ai pas eu de discussion. J'ai eu Pléa et Jimmy qui m'ont parlé de travail qu'ils faisaient devant le but. J'ai toujours parlé de tenter toujours quelque chose. Vous êtes devant le but, vous tentez à chaque fois parce que vous ne savez pas si vous allez marquer ou pas. Un attaquant, s'il ne tente pas, il ne pourra pas savoir. Et ça, c'était le gros travail. Mais je pense que où je me fais plaisir, j'étais même pas encore entraîneur, j'étais encore joueur. C'était au début de Thierry Henry à Monaco. Parce que là, moi, j'avais dit à Thierry, quand tu rentres sur le terrain et le moment où tu sais que tu peux marquer n'importe quel moment, c'est que tu arrives au sommet de ta carrière en tant que buteur. Et bien, il y a un moment, il m'avait appelé quand il était à Arsenal. Il m'a dit, ça y est, Sonny, je suis là. Je sais que je peux marquer sur n'importe quel match. C'est très beau. Les amis, je ne sais pas vous, mais je me Ça va, il régale. avait un bon prof. Ah non, bah ouais. Ah, mais là je pense qu'il peut te remercier.
concernant Karim Benzema, t'en parlais tout à l'heure, Sony. Est-ce que toi, dès le début, parce que je pense que tu l'as vu plus que n'importe qui au début, et surtout, bah, t'as pu te rendre compte de ses qualités. Est-ce que toi, tu as tout de suite vu un futur brillant pour lui? Alors, j'imagine que tu peux pas t'attendre à 10 ans au Real, hein, forcément, mais toi, tu voyais quand même qu'il allait avoir une brillante carrière dans le football? Ouais, oui, parce que comme je disais tout à l'heure, Karim, il avait déjà tout. Ses déplacements, l'envie de marquer des buts et l'envie de réussir. Après, moi, je ne suis pas étonné de sa carrière quand il est au Real et qu'il y a plein d'attaquants qui passent et qu'il est toujours là et qui fait, qui joue et qu'aujourd'hui, la base du Real, c'est lui. Je ne suis pas surpris. Et moi, je savais déjà qu'il allait. Après, ça allait dépendre du choix d'un joueur. Quand un joueur il est au sommet comme il était à l'OL, il fallait qu'il fasse un bon choix du club. Il avait fait ce choix. Il a fait le bon choix. Et il est allé dans un championnat qui ne correspond parfaitement, dans un club qui est parfait pour lui. Il avait tout, Karim. Et la seule chose qu'il n'avait pas à l'époque, qu'il a progressé au Real, c'est son jeu de tête. Il n'avait pas beaucoup de jeu de tête, il ne marquait pas beaucoup de buts. Et là, maintenant, il est tellement costaud, il est tellement solide au niveau de jeu de tête maintenant, il est devenu vraiment, vraiment un joueur complet. C'est même plus un vrai numéro 9 d'ailleurs, c'est un espèce de. Il fait tout quoi. C'est le numéro 9, numéro 10, il fait tout. Quoi. C'est un peu les styles des attaquants à l'heure actuelle d'ailleurs. Voilà. Olivier, t'es lancé, je te laisse poser une question. Oui, c'était après. C'est un Vas-y, peu vas-y. sur l'après-carrière de l'OL, on va dire, après ton poste d'entraîneur. T'es parti, il me semble, c'est ça, en Suisse. Au départ, voilà, peut-être pour devenir entraîneur, si j'ai bien. Mais finalement, ça s'est pas fait. T'es devenu directeur sportif, c'est ça? Oui, parce que j'avais pas le diplôme et en Suisse, si vous n'avez pas le diplôme, il n'y a pas de prête-nom. Voilà. J'avais le titre de directeur sportif. Et comment ça s'est passé? Est-ce que on a vu que bon, il me semble que l'actionnaire principal du club était un peu folklorique, on va dire. Ouais. Comment ça s'est passé avec, et est-ce que c'est un vrai regret pour le coup pour la suite la suite de ta carrière en tant qu'entraîneur? Est-ce que d'ailleurs tu vas peut-être reprendre un jour, je sais pas. Pour moi, c'était effectivement c'était un choix qui était fait. Je me suis précipité un peu sur mon choix parce qu'on est venu me voir, on dit il y a un projet. Il y a un projet d'un actionnaire, Tchétchène, qui prend le château Chamax. J'allais voir carte blanche pour faire mon staff, carte blanche je pouvais être entraîneur là-bas en Suisse. Voilà, je pouvais lancer une carrière dans un pays que je connaissais bien. Je me suis dit, pourquoi j'ai commencé ma carrière en Europe en tant que joueur au Servette à Genève. Je me suis dit, je vais aller tenter ça. Et oui, c'est un peu le regret parce que j'ai pas eu le temps d'étudier vraiment qui était à la tête du club. Voilà, je suis parti sans vraiment réfléchir, juste réfléchir. Ma réflexion, c'était juste de dire que je vais aller réussir dans un club qui a d'ambition et que pour ma carrière, je vais me lancer. Et alors que j'étais bien à l'OL, j'avais peut-être d'autres choses à faire. Ici, ouais, le regret, c'est que j'ai pris une décision sans vraiment réfléchir et de dire qu'il fallait étudier plus qui était à la tête du club, parce que le club, au bout de 2 mois, on était viré tout le staff, le club a fait faillite juste après. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, ça nous avait surpris un petit peu. Pas le fait que tu partes entraîner, parce que c'était dans la logique, je veux dire, quand tu entraînes les attaquants, tu peux ensuite voir autre chose, mais voilà, c'est vrai que tenir 2 mois, t'arrives en juin et c'est un mois et demi après, c'est vrai. Et je sais même pas si la saison avait commencé, non? Même pas? On avait fait 2 matchs. On avait fait 2 matchs et on a perdu les 2 matchs et on a joué balle à balle et on perd et nous vire là. Alors que en fait c'était folklorique parce que j'ai vécu des choses que c'était compliqué parce que quand vous êtes à la veille du championnat, début du championnat, il vient pour virer le gardien à l'hôtel. C'est pas lui qui joue. Il fait quoi? Je vais le virer et qui me fait venir un gardien brésilien qui était dans l'avion pour jouer sans connaître, sans s'entraîner. Et après le match,
Et après le match, il a viré le gardien brésilien. Voilà. Ah ouais, donc en fait, il en avait, ouais. Ok, d'accord, ouais. C'était un président? C'était président du club? C'était le C'était la... président, c'était l'actionnaire Ouais, c'était le président. président et l'entraîneur et le tout, quoi, en fait. Voilà, tout. Quoi. Bon. Il y a quelques questions dans le chat qui viennent. Malheureusement, ça fait un peu doublon avec les questions qu'on a prévues pour Sony, donc on va se contenter de rester entre nous. Loïs, tu avais une question sur la carrière de Sonny Anderson en tant que dirigeant, enfin, en tant Oui. enfin, membre du staff. Déjà, je me rends compte que c'était Boulat Chagayev qui était à Neuchâtel et Ouais. ouais, voilà, bon. Ouais, folklorique, c'est le mot. C'est quelqu'un qui était Voilà. je pense qu'il n'était pas tout seul dans sa tête. Et oui, moi, j'ai une question sur le poste d'entraîneur des gardiens et sur les joueurs qu'il a vu passer. Ça attaque Heu, plutôt. oui, des gardiens attaquants. On dit tellement entraîneur des gardiens que c'est Ah ouais, sorti naturellement, mais j'ai fait adjoint de Joël Batz pendant un moment ah, qu'il était blessé. eh ben voilà, Ah des Incroyable. bon, infos, toujours des infos. Non, ça, mais ouais, ça se comprend. Ça va, quand des gardiens ils prennent des tirs de Sonny Anderson, il oui, est bien, quoi. ça entraîne bien. Ah, ils sont prêts pour le niveau après. Non, du coup, pour entraîneur des attaquants, tu as vu passer pas mal de joueurs pendant la période sur laquelle tu étais à l'OL. Est-ce que tu as un joueur, quand tu regardes sa carrière maintenant, est-ce que tu as un regret par rapport à ce que tu as vu ou au moment des entraînements, tu t'es dit: «Ah, il a tout pour percer, je suis sûr qu'il va faire une super carrière» et au final, il n'a pas eu la carrière que toi tu imaginais pour X, Y raisons qui lui sont personnelles? Mais non, pas vraiment. Le seul que je pense qu'il n'a pas la carrière qui est le niveau, qui mérite plus, même s'il fait en train de faire une bonne carrière, c'est Alex Lacazette. Et je pense qu'il peut. Moi, j'étais persuadé qu'il pouvait faire exploser tout. Pendant même un moment, il a commencé à marquer des buts, et d'un coup, il s'est arrêté. Voilà, et je pense qu'il ne donne pas assez, et il n'est pas assez dans son niveau vraiment qu'il est. Il n'a jamais été vraiment au niveau qu'il peut y être. C'est ça qui me. Voilà, ce que j'ai vu Alexandre jouer. Moi, j'ai eu la possibilité de les voir jouer. Ils avaient 15-16 ans. Et je suis allé voir jouer. Et moi, j'avais dit il y en avait 3 joueurs là qui allaient réussir une carrière. C'était Clément Grenier, c'était Alexandre Lacazette et il y avait Yanis Taffer. J'ai dit, il y en a 2 qui vont réussir. Voilà. Je savais que Clément, il allait réussir, qu'Alex allait réussir, qu'Yanis, dans son jeu, il n'allait pas faire une carrière qui. Voilà. Mais c'est juste qu'Alex, il a passé beaucoup de temps à jouer ailier droit. Et c'est pas son poste du tout. Et personne n'a vu ça avant. Voilà, c'est là il a perdu de temps. Oui, c'est à l'époque, notamment, il pouvait jouer. Quand il y a Gomis et Lisandro, ça avait beaucoup réfléchi éventuellement à être en losange. Et je pense que dans losange, il aurait pu être très fort. Après, bon, ça lui a servi aussi un peu côté droit à avoir d'autres repères, mais oui, il aurait peut-être plus. Comme Sidney Govou, qui à un moment, je crois qu'au moment une des saisons où tu arrives, il joue avant-centre aussi, Sidney Govou. Ouais. Ouais, il y en a eu plein. Voilà. Il y en a eu plein. Et Loïc Rémy qui était formé sur le côté droit, qui finit avant-centre. Il y en a plein. Il y en a plein, mais on n'arrive pas à voir. C'est dommage, on n'arrive pas à voir un joueur assez tôt les qualités de buteur en France, et notamment le problème d'Alexandre Lacazette, c'est que même l'équipe de France, on demandait qu'il joue sur le côté droit, qu'il défend, c'était pas son jeu, c'est pas ça. Lui, c'est un avant-centre. Les amis, je pense qu'on a fait, on a plus ou moins fait le tour sur l'aventure de Sonny Anderson en tant qu'entraîneur des attaquants à l'OL. J'aimerais qu'on lui pose des questions un peu sur l'OL actuel, hein, sur ce qui s'est passé récemment, sur un peu tout ce qui se passe autour du club. Max, est-ce que tu as une question en premier là, à poser à Sonny? Alors ouais, je trouve que ça tombe bien là, le contexte actuel de l'OL, puisqu'on a un retour en force, on va dire, du côté brésilien qui nous avait manqué ces dernières années. Moi, j'ai une question pas sur Juninho, ça va venir après, mais plus sur l'échec Silvinho. Est-ce que toi, quand Juni est arrivé au club et qu'il a nommé Silvinho, est-ce que tu as été contacté à ce moment-là par l'OL pour faire partie du staff et faire partie de l'aventure? Non, je n'ai pas été contacté. J'ai discuté avec Juninho après, mais pas pour revenir à l'OL.
Mais non, mais à ce moment-là, contre Johnny Oisin et Silvino, non, personne ne m'avait contacté. Et si on t'avait contacté, t'aurais dit oui ou c'était quelque chose qui pouvait te plaire de revenir? Ben, j'ai jamais caché le fait qu'un jour je pouvais revenir à l'OL. Mais je pense que le fait que je sois parti à Neuchâtel, ça cassait un peu les choses. Donc toi, tu serais toujours ouvert à un retour à l'OL si jamais on te le proposait quand même. Ben, oui, ben là, aujourd'hui, ben, j'ai tellement fait de pieds pendant des années pour revenir et je suis jamais revenu. Je pense que là, on va passer à autre chose. D'accord, très Oui, bien. Bah, notamment, et Johnny avait, je crois qu'il avait recontacté Patrick Muller pour le poste de recruteur, mais oui, après, voilà, c'est aussi des trucs comme ça. Hein. C'est pas ce qui peut se passer, il faut jamais fermer la porte. Ouais, il faut jamais, Ah on non, sait jamais. non, Hein. mais c'est juste qu'aujourd'hui, je ne m'attends pas, voilà. Oui, bah, maintenant, t'as d'autres activités aussi, donc J'ai t'es d'autres pas non plus. activités. Effectivement, si demain il y a une possibilité, comme tout le monde, de revenir dans un staff, oui, oui, Mais dans quel moi rôle? ben, dans un staff, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le diplôme, le BPR, parce qu'il faut être dans un club pour pouvoir passer les diplômes. Dans un staff, soit comme entraîneur des attaquants, parce que c'est vrai que c'est une passion pour moi de parler et de voir jouer tous les attaquants, parce que dans 4 ans, on n'aura plus l'avant-centre avant-centre. On aura des attaquants comme Karim Benzema, dans ce style-là, qui va décrocher, plus de numéro 9 on a aujourd'hui, Lewandowski, Suarez, les équipes n'auront plus besoin, comme Dembélé, dans 4-5 ans, ça va disparaître. Et moi, je n'ai pas envie. J'ai pas envie que ça se dépasse, j'ai envie que ça reste encore, qu'on ait encore des joueurs comme ça, parce qu'on a beaucoup d'attaquants qui peuvent jouer partout, mais pas vraiment d'avant-centre. On voit avec Erling Haaland, par exemple, à Dortmund, c'est un Mm. profil dans ce style-là, même si il court vite, tout ça, mais ça reste quand même un pur buteur. Ouais. Donc je pense pas que ça forcément disparaître. Par contre, oui, il va en avoir beaucoup moins. Là, Memphis Depay, par exemple, à Lyon, c'est pas vraiment le style buteur-buteur. Non, il y en a très peu. Les derniers sont là, si on regarde l'âge de ces joueurs-là, le seul, effectivement, c'est Haaland, parce que des joueurs comme Mbappé, Neymar, c'est pas des avant-centres. Icardi, est-ce qu'aujourd'hui il est à la place dans un effectif de Paris Saint-Germain, de le style de jeu qu'il va mettre le Paris Saint-Germain? C'est compliqué. Quand on voit Suarez, aujourd'hui, il y a Suarez et Diogo Costa, ces deux-là qui sont à l'Atlético. Il y a encore Lukaku, mais dans quelques années. Il y a Lewandowski, mais Lewandowski, il a un niveau voilà, énorme. C'est énorme. Et je parle dans 4 après la Coupe du Monde, on aura moins de joueurs de ce niveau-là. Euh, pour, euh, pour en rester sur le côté que il y a des anciens joueurs qui sont passés par l'OL en tant que membre du staff. Alors, pas toi malheureusement, mais il y a eu quand même Grégory Coupet, il y a eu Cassapa pour entraîner les défenseurs. Est-ce que selon toi, c'est important à l'OL, enfin pour l'OL, d'avoir des anciens joueurs qui sont emblématiques, enfin qui étaient emblématiques à l'OL, mais qui pourraient quand même apporter leur expérience aux joueurs actuels pour leur faire passer un cap en Coupe d'Europe? Moi, je pense toujours à ce qui se passe avec le Bayern de Munich. Parce que le Bayern, c'est un exemple. Le Bayern prend des anciens qui deviennent dirigeants, qui sont dans le club. Et le Bayern, c'est l'exemple parce qu'ils font tout le temps. Moi, j'ai eu la possibilité, j'étais dans le staff. Il y a eu Johnny Okela, Chris qui était aussi un moment avec la réserve. Aujourd'hui, il y a Jérémy Bréchet qui est là. Il y a eu des anciens joueurs qui sont passés. Aussi. Cassapa, et aujourd'hui, il y a des anciens joueurs qui sont passés, Greg qui était là. Mais il faut, je pense qu'il a l'identité de ce qui est connu, ce qu'on a connu, et ce que le club, parce que la plupart des joueurs, on est dans la région lyonnaise, la plupart. On est là et on se parle, on se retrouve pour parler de l'OL, parce qu'on a marqué, on a tous joué ensemble, le club, on a marqué, mais le club nous a marqué aussi. Et voilà, le club, moi je suis passé par plusieurs clubs. Effectivement, c'est le seul où je restais plus longtemps, c'est l'OL. Et il y a eu une histoire qui est faite avec tous les joueurs qui sont passés. Et on a envie que ce club réussisse. Et on voulait envie de faire partie. Je pense que ça fait partie d'un club. Et c'est pas là dans la mentalité en France, vraiment, de garder, de faire que les anciens qui ont marqué l'histoire reviennent vraiment. C'est pas que l'OL, c'est dans tous les clubs français. Il n'y a pas vraiment les anciens qui reviennent. C'est pas dans la mentalité en France. La mentalité en France, c'est vous faites l'histoire et vous repartez. Voilà.
En revanche, quand vous êtes le Bayern de Munich, aujourd'hui, le Real, par exemple, qui a eu Zizou comme entraîneur de la réserve, aujourd'hui, ils ont Raoul comme entraîneur de la réserve. Voilà. Ça va. Voilà, ça veut dire que les joueurs, on n'a pas des. Quand on arrête notre carrière, on a beaucoup quand on joue, mais quand on arrête, on n'a pas. On n'a pas. De dire qu'on va entraîner la réserve, entraîner le 17, quand tu apprends un nouveau métier, parce que c'est notre métier, on est tous envie d'apprendre. Puis cette remarque, on peut la mettre aussi aux joueurs qui reviennent faire leur fin de carrière dans un club. Moi, j'ai l'exemple d'un Tollard qui est revenu à l'Ajax ou Robben qui est revenu à Groningen. En France, ça se fait pas trop. Et pourtant, il y en a certains, ils pourraient revenir. Peut-être Karim va le faire d'ailleurs dans 2-3 ans, mais voilà, c'est un peu dommage. Je sais pas si c'était le seul, mais il y a eu Patrick Moller qui est parti. Oui, c'est vrai qu'il est revenu. Ouais. Il s'est fait les croisés, il me semble. Ouais. Après, voilà. Mais oui, c'est vrai, Patrick Moller. On arrive bientôt à la fin, il nous reste quand même quelques questions. Yaman, tu avais une question à poser à Sonny Anderson? Oui, alors Sonny, tout à l'heure, je t'ai posé la question à propos de ton époque. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'OL pour qu'il puisse dominer l'Europe? Aujourd'hui, je te demande la question, qu'est-ce qui manque à l'OL pour qu'il puisse à nouveau reconquérir, pour commencer, le championnat local et puis éventuellement l'Europe? Parce que là, il y a une différence. On sent que l'OL, dans les grands matchs, depuis quelques saisons, c'est absolument pas le même OL qu'on voit dans les matchs classiques de Ligue 1. C'est pas l'OL de tous les jours, mais on voit un OL qui a des capacités mentales absolument incroyables quand on affronte les grandes équipes. On l'a vu contre City, on l'a vu contre City même la saison d'avant, on l'a vu à plusieurs reprises contre des grands clubs, certains matchs contre le PSG. Donc voilà, on sent que l'OL, il a certaines forces. Il a beaucoup de talent, il a une force mentale incroyable dans certaines situations, mais il manque quand même quelque chose pour qu'on puisse être régulier sur la scène nationale pour commencer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui manque à l'OL? Est-ce que c'est un problème d'argent, de mentalité, de coach, un poste particulier où on est faible? Qu'est-ce que tu en penses, Sonny? Non, et je pense en fait, c'est surtout de voir la continuité. Le match qu'ils ont fait hier, je suis d'accord, c'est tout à fait normal pour l'OL, quand tu joues Metz, de gagner ce match-là. Ça, c'est normal. En revanche, il faut que les joueurs puissent se dire on veut faire l'histoire du club aussi. Et c'est là, les joueurs de dire on veut faire quelque chose avec le club, on veut faire quelque chose pour le club. Je ne veux pas faire quelque chose pour partir de ce club. Voilà, c'est la différence, elle est là. C'est de dire qu'on veut les chercher parce qu'aujourd'hui, vous avez un match contre Paris Saint-Germain, vous êtes troisième du championnat ex aequo avec Lille, c'est de dire on veut le titre. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. On veut le titre, on ne veut pas jouer le Paris Saint-Germain parce que c'est le gros match et on va faire de beaux matchs contre Paris Saint-Germain parce que toute la France, le monde entier va nous regarder. Je vais peut-être partir. Non, c'est de dire on veut gagner le Paris Saint-Germain parce qu'on veut être champion de France. C'est exactement ce que j'imaginerais. C'est exactement ce que j'imaginerais Juninho dire. D'ailleurs, c'est un petit peu son discours sur la mentalité, tout ça. C'est beau à entendre. Hein. Et puis, je sais pas si c'est vraiment un truc propre aux Brésiliens, parce que même des nouvelles recrues, comme par exemple Bruno Guimaraes, il arrive avec un petit peu, enfin, à peu près le même discours, exactement la même mentalité. C'est bien, c'est beau. On espère que le travail de Juninho dans ce sens-là, il portera ses fruits et qu'on pourra vraiment réussir avec lui. Ce serait bien que les joueurs aussi partent pas, tu vois, genre Ndombele ou Mendy. Au bout de 2 saisons, ils partent. Après, c'est l'OL aussi, hein, c'est le fonctionnement de l'OL, il y a besoin d'argent. Et bidon. Mais bon, voilà, mais si tu fais 2 saisons dans ce club et tu pars, c'est quand même vraiment dommage pour le coup. Et c'est compréhensible que tu n'aies pas la même relation avec le club que d'autres joueurs. Si au bout de 2 saisons tu pars, voilà. On arrive à la fin de ce questionnaire, Sonny. On a encore une ou deux questions à te poser et après je pense qu'on va se quitter. Loïs, pour finir. Oui, petite question, toujours des trucs bien après des regrets. On va parler de Silvinho, hein, donc on reste un peu sur le même sujet. Est-ce que selon toi, Sonny, Silvinho a été bazardé trop tôt? Ben, je pense qu'il a le fait qu'arriver lui comme le nouvel coach, c'était son premier club vraiment comme numéro 1. Il avait une expérience en tant qu'adjoint qui est assez forte quand même, parce qu'il était avec l'équipe de Brésil. Il est arrivé avec Juninho, que c'était son premier défi comme directeur sportif.
qu'il est en train vraiment de prendre la maturité, de le faire les choses maintenant parce qu'il il est en train d'apprendre sur le tas. Et Sivigno, il a fait la même chose. Moi, des échos que j'ai eus, c'est que tous les joueurs, ils aimaient bien Sivigno. Tous les joueurs, ils l'appréciaient. Sivigno, c'est pas les joueurs qui partent, c'est que en fait, il a voulu tellement faire quelque chose de différent, faire courir les joueurs, faire défendre, faire attaquer en même temps. Voilà, il demandait énormément parce qu'il voulait tellement que la victoire arrive, qu'il soit. Voilà, il s'est précipité un petit peu lui aussi. Et après, c'est nouveau. Bon, moi, je n'imaginais pas, parce que ce n'était pas dans la couture de l'OL, de séparer d'un coach aussi rapidement. Et moi, je ne pensais pas. Je pensais qu'on allait donner un peu plus de temps. Parce que c'était deux personnes qui arrivaient au même temps. Un qui connaissait parfaitement l'OL et l'autre qui ne connaissait pas. Il y avait la langue aussi, que Sivigno ne parlait pas la langue. Il y avait plein de choses qui pouvaient espérer qu'il allait rester un peu plus. On allait donner plus de temps pour lui. Mais bon, moi j'espérais. Moi je pensais qu'il allait, parce que moi je le connaissais, je sais que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui aime le foot et qui a une vision de foot qui est magnifique, sauf qu'il était pressé par le temps. On l'a tout de suite en difficulté, il était pressé par le temps, il fallait que le résultat arrive. Et par moment, il s'est trompé sur ses choix, sur sa tactique. Voilà, c'était un peu compliqué. Et puis il est arrivé seul en plus. Enfin, il est arrivé Juni, mais il n'y a pas le staff, quoi. Staff à côté qui était là depuis longtemps. On sait que c'est pas toujours simple de s'imposer dans le staff à l'OL. Donc quand tu arrives, ta première expérience, tu es tout seul. Même si ton directeur sportif, tu le connais un peu, c'est pas simple. Puis il y a eu aussi des matchs où ça pouvait tourner pour l'OL, où ça n'a pas tourné, quoi. Donc, voilà. Sony, dernière question, et après, on va s'amuser à faire un petit prono sur le prochain match contre le PSG. Donc voilà, quand même pas mal de regrets sur Silvinho. Celui qui prend la relève, c'est Rudy Garcia. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est là. Il a quand même amené l'OL en demi-finale de Ligue des Champions dans une coupe, dans une Ligue des Champions qui est un peu particulière due à cette crise sanitaire. Toi, tu penses quoi jusque-là de Rudy Garcia, et surtout, est-ce que tu penses que pour les années à venir, ce serait une bonne idée de le prolonger? Après, le prolonger, je ne sais pas, c'est le président avec ce qu'il va pouvoir faire. Il avait déjà parlé, ce qu'il va pouvoir faire d'ici la fin de saison, notamment d'ici au mois de janvier, c'est dépend le classement de l'OL. Après, il y a eu des changements. C'est un coach, quand il a des joueurs, je sais que Bruno Genesio, il a eu le même problème avec l'effectif qu'il avait à la fin. C'est que les joueurs qui jouaient beaucoup pour eux, pas pour le système, pouvaient mettre le système qu'ils voulaient, mais il y avait des joueurs qui pensaient vraiment qu'à eux, c'était compliqué. Aujourd'hui, Garcia, qui a une expérience quand même beaucoup plus importante que celle de Sivigno, un coach qui va quand même à l'étranger faire un championnat italien et qui arrive, parce qu'on le voit beaucoup aujourd'hui, je pense que ça va changer, mais quand on le voit beaucoup comme un coach de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ça qu'il a ça dans lui. S'il gagne quelque chose avec l'OL, ça peut s'effacer, mais s'il ne gagne pas, on va rester toujours un coach de Marseille pour la tête pour les Lyonnais. Et c'est là où il y a un beau problème. Mais je pense qu'il est dans le bon chemin. S'il arrive à construire une équipe vraiment, une philosophie de jeu et donner que ces joueurs ils ont envie de gagner, vraiment, je pense pourquoi pas le garder, parce que je pense qu'il faut donner, parce qu'il va amener quelqu'un d'autre. Il y a une dynamique qui normalement, j'espère qu'il va prendre, et vous changez de coach, cette dynamique elle va être cassée. Il y a un autre coach qui va arriver, peut-être avec notre staff, et tout qui va repartir à zéro. Alors, si vous êtes dans une bonne continuité, il faut la garder, notamment essayer de garder ses meilleurs joueurs pour faire une saison vraiment pleine. Pas vendre les meilleurs joueurs, et garder les meilleurs joueurs pour que la saison prochaine, vraiment, jouer là parce qu'on va se qualifier pour la Champions League et de jouer la Champions League l'année prochaine. Tu sais qu'avec le Covid, ça va être problématique aussi de garder des joueurs, quoi. Donc c'est l'OL va devoir vendre quand même, quoi. Le problème, c'est qui va acheter aujourd'hui. Les clubs, ils ont beaucoup de problèmes, notamment en Espagne. Les clubs, ils ont beaucoup de problèmes d'argent. Puis il y a le Brexit en Angleterre aussi. Voilà, et ça va être compliqué. Les Anglais, s'il y a ça peut aider des joueurs de rester là, parce que ça va aider les clubs français de garder des joueurs, parce que les clubs, les Anglais ne pourront pas prendre les joueurs, n'importe qui, l'amener chez eux.
Voilà, et aujourd'hui, des clubs comme le Barça, le Real ne pourront pas acheter. Ça va peut-être obliger aussi les clubs français à changer leur façon de faire et de ne pas compter que sur les Anglais pour vendre, quoi, pour acheter du moins. Pour acheter, là, il y aura beaucoup peut-être des prêts. Un système ça va être là-dessus, mais voilà, il faut garder, faut faire une saison comme on est en train de faire là, espérer là, effectivement pourquoi pas la gagner, parce que c'est possible d'être champion. Et l'année prochaine, de faire la Champions League, de garder les meilleurs joueurs pour faire vraiment une saison avec ce groupe-là. Parce que vous changez tout le temps de coach, vous changez de groupe, la dynamique, elle ne prend jamais. Écoute, Sonny Anderson, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Tu as été courageux et surtout, tu as été très pertinent. Je ne sais pas vous, les gars, mais moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai vraiment écouté ça comme un gosse qui écoute son père. C'est bête à dire, mais vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. On va se quitter dans quelques instants. On va juste s'amuser à faire un petit pronostic sur le prochain match de l'OL. L'OL qui se déplace au Parc des Princes dimanche soir. Donc le troisième qui se déplace chez le premier. Seulement 2 points d'écart en autant de matchs joués, donc 13 entre les deux. Un petit pronostic très rapide. On fait ça et après on se quitte. Loïs, toi tu vois combien entre les deux? Gros match, l'OL qui est sur une bonne lancée, Paris un peu moins. Ça peut typiquement être le genre de match où on arrive confiance que Paris est pas bien et on peut se faire surprendre, donc il va falloir faire attention. J'espère que les joueurs seront prêts. J'annonce 2-1 pour l'OL. Voilà. 2-1 pour l'OL au Parc des Princes, c'est très ambitieux. Max? Il faut l'être. Il faut être ambitieux. Il faut l'être, c'est vrai. J'aimerais tellement qu'on gagne et qu'on arrive enfin à être champion de France après tant d'années. Mais malheureusement, à chaque fois que le PSG nous affronte, ils ont toujours un regain de forme et ils arrivent toujours à avoir le groupe au complet. Là, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y aura tout le monde. J'espère une victoire, mais objectivement, je nous vois perdre quand même 2-1. Notre dynamique nous permettra de faire face, mais j'ai l'impression quand même que le PSG est au top. Ça va être un peu compliqué. De toute façon, Touzard ne sera pas là pour prendre un rouge. Olimas? C'est compliqué. Le PSG joue en semaine aussi. Il joue un match important, même si Istanbul, c'est pas le plus gros adversaire. Mais j'ai du mal à nous voir gagner au Parc des Princes. Donc je vais pas être aussi défaitif. Je vais dire match nul 2-2. Mais voilà, je vais pas. On espère évidemment que le PSG aura tout donné contre l'ogre qu'il rencontre en milieu de semaine. Exactement. Bachak Shehir. Yaman? Ouais. Bon, je vais espérer que Raphaël s'occupera bien de Neymar et Mbappé. Juste pour la semaine. Sûr et certain. Juste pour la semaine, allez. Ouais. En plus, sérieusement, bon, il y a 2 points, bon, très très rapidement. L'OL, à chaque fois qu'il atteint une série de 10 matchs sans défaite, très souvent, la 11e, c'est une défaite. Donc ça me fait peur un petit peu. Là, on a atteint le seuil de 10 matchs, ça me fait un petit peu peur. Après, je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux à pronostiquer un 2-1. C'était la réponse que j'avais préparée avant de venir dans l'émission. C'est que je suis quasi sûr que le score va être un 2-1. Par contre, je sais pas pour qui. C'est quand même la première fois. C'est quand même la première fois qu'on donne un score, mais pas de gagnant, quoi. Ouais. 2-1, mais c'est tiré au sort, quoi. Yaman, tu es fidèle à ce que tu es, encore une fois. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Anderson, quel est ton pronostic? Un partout. Un partout. Ouais, un partout. Un partout parce que je pense qu'en plus, je pense même que l'OL va marquer avant. Je pense même que l'OL va marquer avant. Match cruel. Parce que ça dépend ce qui va se passer. Tout est la même chose, ça dépend ce qu'on va faire avant le match. Est-ce qu'on va les piquer ou on va le laisser tranquille? Si on les pique, on risque de voir le même score qu'il y a quelques années, quoi. Ouais. Il faut le laisser tranquille. Il faut pas on peut leur poser beaucoup de difficultés quand même. Un gros premier quart d'heure. Leur milieu et la profondeur. Ouais. Voilà, on commence fort, après Toko il met un poteau et on marque pas et on perd le match, ou alors Toko il met son petit doublé dans le premier quart d'heure et on gagne le match. Tout dépendra de Toko en fait. Ouais. Moi je pense un partout. Et Marlon, tu en penses quoi? Bonne question. Moi, malheureusement, parce que c'est vrai que il y a des matchs où Lyon, clairement sur le terrain, est au-dessus du PSG, mais il y a des fois où ça passe pas.
Moi, malheureusement, je suis optimiste, mais c'est compliqué. Je suis optimiste mais objectif. Je pense que Paris va gagner 2-0, malheureusement. Ok. Voilà. Bah voilà, les amis, merci beaucoup pour cette émission. Vraiment, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Évidemment, on espère que vous aussi chez vous. Euh, Merci beaucoup, Sonny Anderson, d'avoir été notre invité. C'était vraiment un honneur pour nous tous de te recevoir. Vraiment, si on m'avait dit en début de saison qu'on allait recevoir Sonny Anderson, évidemment, j'aurais rigolé, hein, j'y aurais pas cru. Et au final, c'est arrivé. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Je passais vraiment un bon moment. Il y a des choses que on m'avait, des questions qu'on m'a jamais été posées, qu'on m'a posées là, voilà, et que j'ai répondu franchement. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et bah, tu vois, c'est ça que ça me fait toutes les semaines de travailler avec des gens compétents que je Arrête, t'en remercie, fais hein, bien trop, là. sûr. Non, mais pour de Tu vrai. l'auras ton chèque, c'est bon, c'est bon. Alors, merci pour le chèque de 1. J'ai un crédit à rembourser déjà. Euh, Racheter un non, frigo. mais en vrai de vrai, les gars, vous êtes géniaux. Merci encore de m'épauler dans cette aventure qu'est Gonecast, une aventure formidable. Comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est la dernière émission, alors que vraiment, on se revoit genre la semaine prochaine à 20h, comme d'habitude. Voilà. Merci Yaman, Max, Oli et Loïs, hein, excuse-moi, de m'accompagner, enfin de m'avoir accompagné ce soir. Merci Hugo aussi. Merci. C'est Évidemment, un plaisir. j'allais le remercier. Pour une fois, j'avais pas oublié. Je sais Allez. que j'oublie toutes les semaines, mais cette fois-ci, j'ai pas oublié Hugo Ternes qui est à la réalisation de cette émission. Merci à lui et merci aussi à Alex de nous faire ces conducteurs qui, moi, me guident dans cette émission et qui me facilitent beaucoup la tâche. Euh, et bah, d'ici là, nous tous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain pour un nouvel épisode du Gonecast. À bientôt, salut. 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 Salut, salut.